le fantôme de Puymartin. Alors, ce fantôme serait, je dis bien serait, euh, une entité, quelque chose en tout cas, qui serait enfermé dans une pièce qui donne avec une fenêtre sur l'extérieur. C'est une princesse, ou en tout cas la femme du chevalier, du comte. Ce serait Thérèse de Saint-Clar, en fait, qui aurait été enfermée dans sa chambre, presque emmurée finalement, car plus personne euh, ne la revit. Et la seule chose qu'elle pouvait avoir, c'est la nourriture qu'on lui laissait tomber par une trappe au-dessus d'elle. Elle fut emprisonnée par son mari de retour qui outre découvrit son infidélité, il tua l'amant et donc emprisonna Thérèse de Saint-Clar dans cette chambre, si j'ose dire comme ça, dans ces murs. Hein. Vous savez qu'à la période du Moyen Âge, les chambres étaient plus que spartiates. Alors je vous laisse découvrir le document qui vous racontera cette histoire mieux que moi, bien mieux que moi. Et puis à la fin de ce document, eh bien on pourra faire un tirage, voir les questions que ça évoque. Je vous donne rendez-vous à tout à l'heure. Des vallées verdoyantes parsemées de villages et de rivières, le Périgord est un des hauts lieux de la culture française. Mais le Périgord, c'est aussi le pays des 1001 châteaux. Castelnau, Bénac, Bourdeil, les donjons et les remparts dominent la région. Parmi ces joyaux historiques, il en est un qui serait hanté depuis plus de 200 ans, le château de Puymartin. Il a été construit au XIIIe siècle par les abbés de Sarlat. Au cœur de 130 hectares de parcs et de bois, Puymartin semble sortir tout droit d'un conte de fées. Le château attire chaque année des milliers de visiteurs. Dans cette forteresse chargée d'histoire, les curieux viennent admirer les vestiges du passé. Et aussi quelques curiosités. La tour nord abriterait un fantôme. D'ailleurs en ville, on semble le connaître. On raconte qu'il y a un fantôme qui s'appelle la Dame Blanche. Le propriétaire dit l'avoir vu. Il y a une Dame Blanche. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est une drôle d'histoire, oui. Mais bon, c'est un mystère, hein. Le château de Puymartin serait donc hanté depuis le XVIe siècle. Il s'agirait du fantôme de Thérèse de Saint-Clar, soupçonnée d'infidélité par un mari jaloux qui l'enferme dans la tour nord. Elle était enfermée, seule, et ravitaillée par une trappe, couchant sur une sorte de paillasse. C'était une prison où elle est restée tout le restant de sa vie, parce qu'elle serait morte dans cette pièce. Et une fois morte, même morte, elle n'aurait pas quitté la pièce. Et son corps aurait été emmuré dans le nom même de la pièce. Depuis cet épisode tragique, il se passerait des choses bizarres à Puymartin. Au cours des visites, il y a des visiteurs qui ressentent des choses, bien sûr. Et même une fois, donc, il y a eu une médium qui s'est littéralement mise en transe dans la pièce. En pleine visite, et au milieu d'autres visiteurs, c'était assez impressionnant. Elle s'est mise en transe pendant quelques minutes en disant qu'elle la voyait, qu'elle la ressentait. Quand la nuit tombe, que tout est calme et que le château est plongé dans la pénombre, certains auraient aperçu le fantôme de la malheureuse Thérèse quitter son cachot et parcourir les couloirs. Mon père, il l'a vu à plusieurs reprises, et ce qui m'a marqué, c'est quand il était jeune, il était monté dans cette pièce avec une jeune fille, et pour le faire peur, il avait raconté l'histoire de la Dame Blanche. Et au moment où il lui racontait cette histoire, la Dame Blanche lui était apparue en quelque sorte. Et c'est lui qui avait eu peur. Malgré ces témoignages de sensations étranges et d'apparitions furtives, nul n'a jamais pu décrire la fameuse Dame Blanche. Elle n'est pas méchante, elle ne parle pas, c'est une silhouette, enfin une forme évanescente. On n'arrive pas à distinguer ses traits. Alors les gens aussi n'arrivent pas à dire si elle est blonde, si elle est brune. Les mystères de Puymartin semblent désormais aussi bien gardés que l'âme de la Dame Blanche, seule héritière du secret de ses murs ancestraux. Voilà. Alors, on se retrouve. Vous avez pris connaissance du document. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère aussi que ce format de vidéo vous intéresse. N'hésitez surtout pas à la partager, à mettre un pouce vers le haut, à commenter. Donnez-moi votre avis. Dites-moi ce que vous ressentez sur ce document. Puis Saint-Martin, je vous le rappelle, c'est en Dordogne. Hein,
Donc ce n'est pas l'autre bout du monde. Alors, finalement, comment on peut se poser la question, est-ce que finalement d'autres personnes vont le voir, ce phénomène, ce fantôme, ou est-ce que personne ne la verra plus? On va se poser la question ici, comment va évoluer, je vais nommer ce fantôme depuis Martin. Voilà, donc je vais faire un tirage en croix, tout simplement, pour voir un petit peu la situation actuelle, ce qui va aller contre l'évolution de ce fantôme, le conseil à donner. Bon, là, c'est un petit peu curieux de donner un conseil à une entité, mais peu importe. Et puis, le résultat est maintenant la synthèse. Alors, on sent quelqu'un qui a quitté ce monde. Ça, c'est clair. Vous voyez que on est bien sur quelque chose d'abstrait, quelque chose où le meilleur qu'elle pouvait avoir dans ce monde, cette entité qui fut autrefois Thérèse de Saint-Clar, a quitté ce monde. On sent bien déjà un défunt. Je prends mes précautions pour nommer, tout simplement parce que j'essaie de respecter aussi les croyances de chacun et d'expliquer un phénomène, si vous voulez, par des mots qui soient le plus réceptifs au plus grand nombre. Mais vous voyez tout de suite la différence. Je vous explique en même temps. Si on avait eu ça ici, je vous aurais dit tout de suite, on n'en entendra plus jamais parler. Si on l'avait eu ici, je vous aurais dit que ça n'a jamais existé. Mais nous l'avons ici. Et ça, c'est le point de départ, on va dire, de cette entité, de ce fantôme. C'est son départ du passage terrestre à un autre passage. Alors, qu'est-ce qui va aller contre? Il va visiblement avoir beaucoup de changements. Et il y a eu déjà des changements. Tout simplement des changements dans le trafic, des changements aussi dans la communication. Pour moi, on est sur quelque chose où il y a énormément de communication. Trop peut-être. Et puis, quelque part, peut-être parce que il n'y a pas assez d'apparitions, peut-être qu'il n'y a plus assez de gens qui s'intéressent à ce genre de phénomène, on a l'impression qu'on va moins en parler. On va retrouver ce phénomène, cette entité, moins sur le devant de la scène, plus dans un retrait, plus caché aux yeux du public. Quel conseil serait-il à donner? Eh bien, finalement, de se montrer plus... Alors, avec méchanceté, on va pas parler d'agressivité, mais de se montrer plus présent. Peut-être plus terrifiant. Ça ne veut pas dire agressif, terrifiant, mais veut dire que on se montre un petit peu plus. Et qu'effectivement, des visiteurs, lors d'une visite tout à fait lambda, verraient un phénomène arriver, ben bien sûr que quelque part ils seraient terrifiés. Et que ça relancerait l'intérêt pour Puy-Martin. En tout cas, à ce niveau-là. Alors je regarde ces deux cartes. Il semble en tout cas que finalement, il y ait plus de phénomènes. Les phénomènes vont revenir dans le temps. On en reparlera quand même plus. Peut-être que ces dernières années, effectivement, on a moins parlé. Bien sûr, les habitants du Cru, eux, connaissent la légende, connaissent un petit peu tout ça. Mais l'intérêt, c'est que, effectivement, tout le monde connaisse, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, pourquoi pas dans tous les pays francophones. Un phénomène aussi important et ce château aussi important. Mais il semblerait que quelque part, on en reparle. Et que sous l'apparition d'un homme, je pense à l'actuel propriétaire, il remet en avant cet étrange phénomène. Qu'il sache représenter tout ça. Et pour moi, il y aura de nouvelles apparitions. Le phénomène reviendra. On en reparlera, ça sera remis en avant par le propriétaire du château, mais tout ça va redémarrer.
Alors je vous dis pas qu'il y aura une apparition par jour, bien sûr que non, hein, on n'est pas du tout là-dessus. Mais vous voyez, on n'en parle plus quasiment. On a ces émissions qui sont là-dessus, qui restent peut-être un petit peu dans l'étrangeté, dans le mystère, mais on n'en parle plus beaucoup. Or là, oui, on va en reparler plus. Ça sera intéressant justement, et que ça va relancer l'intérêt pour Puy-Martin. Pour Puy-Martin et pour d'autres choses, mais pour Puy-Martin en l'occurrence. Et le propriétaire du château va lui arriver très bien à en profiter, je dirais. Ça va être intéressant pour lui. Alors maintenant, comment va évoluer le public face à Puy-Martin? Qu'est-ce qui va se passer? À nouveau, tirage en croix. Comment va évoluer le public face à Puy-Martin? Face au phénomène de Puy-Martin. En fait, j'essaie de voir s'il va avoir un regain d'intérêt. Vous voyez, un petit peu des choses comme ça. Et pour l'instant, c'est vrai qu'il ne se passe rien. On n'en entend plus trop parler. Je dirais que pour avoir visité Puy-Martin et n'avoir rien ressenti ou vu, hein, je vous avoue clairement, il ne s'est rien passé. Hein. Voilà, j'y avais été en visite. Je n'ai rien vu d'extraordinaire. Voilà. Peut-être n'y avait-il rien à voir, je ne sais pas, hein, je ne juge pas, je vous dis juste que j'y étais, je n'ai rien vu d'extraordinaire. Et que pour l'instant, visiblement, tout semble bloqué. Peut-être faut-il aussi certaines conditions pour que ce phénomène se produise. Hein. Que finalement, vous voyez, vis-à-vis du public, il ne se passe rien d'extraordinaire. Ça insiste là-dessus. Et que finalement, les moments où peut-être serait visible cette entité, eh bien le public n'est pas là. Le hasard n'est pas au rendez-vous, on pourrait le dire comme ça, familièrement. Et que pour l'instant, le public, eh bien, il doit continuer à ne plus s'y intéresser. Ce qui sous-entendrait que, à un moment, peut-être que trop de médiums, je dis souvent peut-être en ce moment, c'est un petit défaut de langage que j'ai, mais pour moi, trop de médiums se sont intéressés à ce phénomène et finalement ont été peut-être, oui, je le refais encore, ont été trop présents et ont visiblement amené beaucoup trop d'énergie dedans. Un petit peu comme un acteur, si on peut dire comme ça, ce phénomène, comme un acteur trop sollicité et finit par s'épuiser face à son public. Alors je le dis comme ça pour que vous le compreniez, bien sûr, ce n'est pas la même chose, mais vous voyez, c'est pour donner une idée. Mais il y aura du changement. Les changements seront là. Les changements parce que les gens vont se comporter différemment. Se montrer peut-être tout simplement plus respectueux. Se montrer vraisemblablement plus respectueux, plus ouvert. Et moins dans cette forme de regarder avec un œil méprisant en se disant mais ça n'existe pas. Vous voyez, on ne sera plus là-dessus. On a des gens qui seront plus ouverts, plus respectueux. Et ça va induire une autre énergie. Mais vous voyez qu'il va falloir attendre quelques temps. Et pour moi, on va attendre encore quelques années avant que le phénomène se reproduise devant du public. 3 à 5 ans, je dirais. Mais dans 3 à 5 ans, à Puy-Martin, on entendra parler de Thérèse de Saint-Clar. Le 21 décembre 2003, une image bien mystérieuse fait le tour du monde des journaux télévisés.
En Angleterre, c'est une histoire de fantôme qui agite le pays depuis hier. La photo du fantôme du roi Henri VIII a été publiée dans tous les journaux. Un cliché plutôt flou qui montre une silhouette revêtue d'un long manteau se promenant dans les allées du palais de Hampton Court. Depuis 500 ans, le château d'Hampton Court en Angleterre est le théâtre d'événements dramatiques. On y fit entre autres la découverte macabre de 2 des 6 femmes d'Henri VIII, connues pour ses innombrables crimes. Au cours des siècles, ce château, désespérément hanté, a vu ses habitants, son personnel et ses nombreux visiteurs être les témoins de phénomènes plus qu'étranges. On entend des rires alors qu'il n'y a personne. Les portes et les fenêtres claquent toutes seules et des odeurs étranges se dégagent. Mais le plus étrange reste cette image que les gardiens ont découverte sur leurs caméras de surveillance. Ce qui est bizarre, c'est que les portes s'ouvrent toutes seules. Le fantôme, lui, n'apparaît qu'après pour les refermer. C'est la première fois que la présence d'un fantôme aurait été filmée. Alors, présence fantomatique ou simple canular, le château d'Hampton Court ne semble pas encore décidé à livrer les secrets de ses murs. Voici donc l'histoire du fantôme d'Hassan Farid Dina. Situé à quelques kilomètres de Genève, le château des Avenières n'est indiqué nulle part, comme s'il fallait respecter son secret. C'est au détour d'une route perdue qu'il apparaît soudain. Un château magique et étrange qui abrite dans ses pierres l'esprit de celui qui l'a fait construire, le petit-fils d'un Maharaja, le prince Hassan Dina. Un architecte l'a acheté sur un coup de foudre en 1981. Il y vit depuis comme si le destin avait décidé pour lui. C'était une rencontre assez fulgurante, je dois dire. Quand j'ai rencontré le château, il s'est très vite établi une forme de dialogue. Ce sont des pierres qui parlent. Ici, il faut toujours s'attendre à quelque chose. Il se passe toujours quelque chose et ça vient toujours au dernier moment. Ce n'est jamais programmé à l'avance. On ne peut pas s'attendre à quelque chose et le préparer. Ça vous tombe dessus. C'est 2 ans après qu'il se soit installé dans le château que les phénomènes ont commencé. En pleine nuit, Pascal Osserman fut soudain témoin d'une étrange manifestation. Il devait être 1h du matin et je me réveille, je regarde la porte, je vois une main qui tient une lampe de poche. Je me dis, bon, c'est certainement un de mes copains qui est venu me faire une blague ou je sais pas quoi. Toutes les fenêtres étaient fermées, les portes fermées à clé, pas une âme qui vive dans le château. Je sors, la main se recule. Étrangement, Pascal se sent sous l'emprise de cette main qui le guide et l'entraîne dans les couloirs du château. Ça m'arrive assez souvent de rêver, mais on fait la part des choses entre le rêve et la réalité. Mais quand j'ai vu cette main, quand je l'ai suivie, j'étais totalement conscient que je ne rêvais pas. Je suis la main pendant un bon bout de temps, et puis tout d'un coup... C'était ma première rencontre avec une entité visible, qui soit autre chose qu'une sensation. C'est Hassan Dina. Pascal a reconnu l'ancien propriétaire du château, le richissime prince Hassan Dina, un mystérieux savant féru d'astronomie qui parcourut le monde et trouva la mort en Égypte, où il fut enterré en 1928. Le château des Avenières a fasciné de nombreuses personnes. Dans les années 60, les jésuites y installèrent un collège. On parlait d'un trésor caché. Il y avait en effet un trésor et il était dans la chapelle, occulté par de tristes panneaux de bois qui recouvraient les murs. Car ce trésor, c'était ces 22 mosaïques de couleurs et d'or fin représentant les 22 figures du tarot. Le prince Hassan Dina avait fait venir de célèbres artistes italiens pour les réaliser. L'esprit d'Hassan Dina habiterait-il toujours le château? Un soir, alors que Michel Blanc, un ami de passage dans la région, discutait avec Pascal Osserman dans la bibliothèque, ils sont soudain surpris par des bruits mystérieux venant de la pièce voisine. Des bruits qui ressemblent à des craquements et la sensation d'une présence surnaturelle qui les attend. Ce qu'ils vont découvrir derrière la porte va les bouleverser.
On peut appeler ça un fantôme, puisque c'est le mot qu'on donne à ces choses-là. On appelle ça un fantôme. Moi, je dis que c'était une présence d'un esprit, ou un esprit qui est fort et qui arrive à se faire voir. Ah, il y a eu une présence au château, ça c'est très net. Et cette présence, non seulement on la ressent, parce que c'est quelque chose qui se ressent quand quelqu'un est dans une pièce, et on a parfois l'impression de quelqu'un, mais sans pouvoir le définir, plus que quand vous avez quelqu'un dans une salle ou dans la pièce à côté. Mais par contre, on l'entend très souvent. On entend des pas, on entend des pieds qui traînent, qui montent, qui descendent des escaliers. Pour Pascal, l'âme du prince Hassan Dina est omniprésente et veille sur les avenirs. Nombreux sont ceux qui l'ont vu ou entendu dans les multiples pièces du château. Mais l'endroit où l'on ressent le plus la présence du prince, c'est cette chapelle étonnante dont il a dessiné les moindres détails, comme s'il avait voulu dédier ce lieu aux sciences occultes. Et c'est là que Pascal et l'un de ses amis vont être témoins d'un phénomène merveilleux. L'un des dessins semble soudain prendre vie, et l'oiseau bariolé de la mosaïque s'est mis à voler. Pascal m'avait parlé de cet oiseau à plusieurs reprises, mais je dois dire que j'étais très sceptique parce que, en regardant cet oiseau, enfin sur le vitrail, il avait des couleurs assez extraordinaires, rouge, bleu, que je ne connaissais pas. Je ne suis pas un ornithologue, je ne suis pas un spécialiste des oiseaux, mais j'avoue que j'avais rarement vu un oiseau de ces couleurs dans nos contrées. Cet oiseau n'avait pas du tout l'air affolé, il se promenait dans la chapelle. Ce que je trouve étonnant, c'est que cet oiseau perdure après toutes ces années et continue à, entre guillemets, hanter le château. Ce qui est extraordinaire. Il ne s'agit pas d'un oiseau fantôme, c'est un oiseau de plumes et d'os qui vole et que plusieurs personnes, en dehors de moi, ont vu. J'ai découvert le château des Avenirs lors d'un reportage que j'ai effectué dans la région. J'étais très étonné de voir des femmes habillées en hindou m'ouvrir la porte. Et là, je ne comprenais plus où j'étais. Je suis quand même au Mont Blanc, un château des hindous, est-ce que je suis tombé dans une secte? J'étais complètement paumé, je ne comprenais pas ce qui se passait. Ce que Cyril de Plater ignorait, c'est que le propriétaire des lieux avait épousé une indienne. À son tour, il va découvrir l'atmosphère étrange du château et va être confronté à de curieux phénomènes. Le premier jour, lorsque j'ai commencé à réaliser le reportage sur le château des Avenirs, j'installe mon matériel, j'avais fait un petit repérage juste avant, et au moment de faire mes photos, j'ai mon flash qui a explosé littéralement, donc j'étais assez embêté, et puis assez effrayé de ça, puisque ça ne m'est jamais arrivé. Et après avoir changé donc, les torches, je remets tout en place. Et c'est à ce moment-là où, après avoir réussi à faire 2-3 photos, mon boîtier se bloque, avec des accus complètement neufs, donc je ne comprenais pas ce qui se passait. Et d'un seul coup, les accus que je venais de remettre se vident entièrement, mais non seulement ceux-là, mais ceux que j'avais d'avance, que j'avais emmenés avec moi dans mon sac. Là, j'étais vraiment très ennuyé, je me demandais ce qui se passait, et c'est à ce moment-là, je suis allé voir Pascal Osserman pour expliquer. Je dis, je comprends pas, mon flash explose, mon boîtier se bloque, toutes mes batteries se vident, qu'est-ce qui se passe? Alors là, il était super parce qu'il m'a regardé avec l'air amusé, il m'a dit, mais c'est normal, ça arrive souvent ici. Des fois, on peut pas photographier, donc suite à ça, j'ai arrêté, j'ai recommencé le lendemain. Cela fait aujourd'hui 13 ans que Pascal Osserman vit au château. Et il est maintenant convaincu que le prince Hassan Dina y vit aussi. Je ne me sens pas du tout investi d'une mission quelconque. Je suis pas... ce serait vraiment trop prétention de dire que je vais continuer l'œuvre de Dina qui me dépasse largement. Mais je sens que je suis au service de ce qui se passe ici. Et si vous voulez me donner le nom de serviteur, je le prends volontiers. L'atmosphère de ce château est-elle si étrange qu'elle impressionne tous ceux qui l'approchent, provoquant chez eux des sortes d'hallucinations? Ou bien ces phénomènes mystérieux sont-ils la preuve que l'âme du prince Hassan Dina règne encore sur les Avenirs?